faut rappeler que j'ai quand même une loupe qui intéresse un peu la société parce que généralement, il y a des gens qui souffrent à cause du loyer. Il y a aussi ce qu'on appelle des bailleurs qui augmentent le prix du loyer au gré de leurs humeurs. Il se réveille le matin, il n'est pas content, il l'augmente comme il veut. Et j'ai eu un témoignage hier d'une personne qui a quand même eu à faire des rénovations de l'endroit où il habite il n'y a même pas 2 mois. Et après ces 2 mois, subitement, le bailleur augmente le loyer. Donc, vous rentrez dans une maison. Au début, la maison n'est pas aussi comme ça. Vous mettez de l'investissement pour arranger la maison. Après 2 mois, le bailleur vous dit, il augmente le loyer. Si vous n'êtes pas prêt, vous quittez, il va prendre quelqu'un d'autre. Je me dis aujourd'hui, le problème de logement est devenu une préoccupation en République de Guinée, surtout dans la capitale. Au-delà des critères religieux, des critères du statut matrimonial qu'on énumère, il y a aussi cette augmentation fantaisiste du prix du loyer qui est en train d'acquérir en tout cas une grande partie de la population, parce qu'il faut rappeler que tout le monde n'a pas construit à Conakry. Il y a des étudiants qui viennent, il y a des fonctionnaires qui ont des revenus plus ou moins favorables. Donc lorsqu'on observe cette croissance-là, cette augmentation fallacieuse du prix du loyer, je pense qu'à un moment donné, il faut s'interroger pourquoi même pas inviter l'État à construire des logements sociaux pour les citoyens. En tout cas, on voit ça dans les autres pays, au Sénégal et en Côte d'Ivoire précisément, l'accélération de la construction de beaucoup de logements sociaux. En Guinée, on s'interroge sur à quel niveau ça se trouve aujourd'hui. Est-ce que les projets présidentiels de logements sociaux qui ont été lancés au temps de l'ancien président Alpha Condé avant qu'il ne soit déposé, est-ce que ça a évolué effectivement de ces côtés? Pourtant, récemment, on entendait quand même que sur ces aspects, il y a eu de l'évolution. Parce que la sortie du Premier ministre en parlait d'ailleurs. Oui, surtout vers Symphonia, on a, pour ne pas faire de la publicité, il y a quand même une entreprise de la place qui est en train d'accélérer avec ces travaux-là. On aurait appris que ces logements sociaux-là sont pour les enseignants. Et derrière l'université de Symphonia, vers le bas-fond, il y a assez de on est en train de décapiter la mangrove et surtout les bas-fonds cultivables, ce que je n'apprécie pas moi. On a suffisamment de terrain vers Koya, Dubreka, Mafreya, fallait choisir des logements sociaux là-bas. Toute la population n'est pas là-bas. Des zones habitées déjà. Tu te rappelles au temps de 2008-2009, au temps de Dadis, il y a eu un déguerpissement général sur ces espaces et des maisons ont été effectivement cassées sur ces espaces. Et c'est là où on a confié effectivement à ces différentes entreprises pour nous produire à travers Agifil, pour nous produire effectivement des logements sociaux. Et même à Dixine aujourd'hui, si vous avez remarqué au bord du goudron, il y a quand même des logements sociaux. On aurait appris que c'est pour les administrateurs. Les travaux ont grandement évolué. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas que des gens nantis. Il y a des fonctionnaires qui se débrouillent, qui peinent à avoir le loyer aujourd'hui. On ne peut pas construire, en tout cas, des logements sociaux là-bas. On va dire ça, c'est pour les nantis. Mais on veut bien interpeller l'État de construire aussi par là, de l'autre côté, désenclaver ces secteurs-là. C'est vrai que quand on était encore très petit au Dillon, moi j'ai vécu à Kindia. Il y avait la cité à Foulaya. Justement. Une cité qui, bien sûr, était occupée avant par des administrateurs coloniaux, normalement. Alors, ces administrateurs occupaient effectivement ces cités, mais après leur départ, il y a la relève qui était des Africains qui occupent aujourd'hui cette cité, mais malheureusement une cité qui est aujourd'hui délabrée, délaissée. Les bâtiments sont tombés, on a vendu beaucoup d'espace et l'État ne restructure pas rapidement ces espaces pour permettre à ce que l'on puisse aussi envoyer d'autres enseignants. C'est quand même un problème pour c'est un véritable problème. Cela marque vraiment l'absence de l'État dans certains domaines qui peuvent propulser le développement de notre pays. On parle bien des logements sociaux. Il y a quand même cette idée de les construire en haute banlieue, notamment dans le Grand Conakry. Moi, je pense que l'idée était bonne dans la mesure où ça aurait amené encore l'État guinéen à s'investir davantage sur les questions d'infrastructures routières, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, construire les logements sociaux du côté de Fouroukaria ou Koya et laisser nos routes dans leur état actuel. Ça, c'est la première observation. L'autre observation, c'est quoi? La question que je me pose maintenant est-ce que ces logements sociaux seront accessibles aux Guinéens moyens? Justement. Voilà, aux Guinéens moyens, oui, parce qu'à vue d'œil, il y a un corps
un corps d'agents publics il y a des corps d'agents publics qui sont visés. Il y a une certaine classe d'agents publics. Il y a le corps enseignant, il y a le corps médical, il y a le corps civilo-militaire, je crois. Oui. Et il y a des policiers aussi, en tout cas les fonctionnaires dans la généralité. Voilà, mais l'autre question, est-ce que la Guinée se limite aux agents publics de l'État? Est-ce que le Guinéen moyen qui n'est pas... Pour l'instant, la préoccupation de l'État est effectivement de loger d'abord ses travailleurs, après on verra les autres. Alors on continue avec vous, Alpha, pour votre loupe du jour. Coup de gueule. Coup de gueule, disons. Voilà, contre le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Oui, qui s'est vraiment mélangé les pinceaux le week-end. Qui s'est mélangé les pinceaux et qui continue d'ailleurs à mélanger l'opinion. Ah oui, c'est autre chose. Parce que bientôt, dans 5 à 6 jours, 5 jours, le CNRD va fêter ses 2 ans depuis son avènement à la tête de la Guinée. On va lui faire des gâteaux d'anniversaire. À qui CNRD, on va cotiser. Au CNRD, on va cotiser pour le faire des gâteaux d'anniversaire. C'est ce qu'il mérite. Je ne suis pas dans ce lot. Vous connaissez c'est quoi la matière première? La matière première pour ce gâteau d'anniversaire, c'est du piment. C'est du piment que moi je vais. La poudre de piment. Alpha, ne le suis pas. Odilon, s'il te plaît. Laisse-le continuer. Le ministère de l'administration du territoire, la présidence d'abord et le ministère de l'administration du territoire ont décidé de tuer la démocratie à la base. Quelque chose qui est inadmissible. On qualifiait le premier régime des révolutionnaires, le premier régime d'un régime despotique, mais quand même le premier régime avait donné la latitude et la volonté aux citoyens de choisir leurs chefs locaux. En ce moment, on nous a informé qu'en ce moment, le vote se faisait à main levée pour les chefs de quartier, les présidents de district, mais c'était une forme de démocratie quand même parce que c'est le peuple qui choisissait. Mais le CNRD nous propose quelque chose de désolant, quelque chose de regrettable. On assassine la démocratie à la base et pourtant on nous avait promis qu'il y aura des élections de la base au sommet. Et si on tue la démocratie au niveau de la base, comment est-ce que cette démocratie peut aller maintenant au sommet? Pour maintenant choisir les chefs de quartier, ce n'est plus choisir, ce n'est plus une élection, c'est une désignation, c'est un décret, c'est un gouverneur militaire nommé par un colonel qui aura la lourde responsabilité et la latitude de choisir les chefs de quartier et les chefs de district. Vraiment, c'est quelque chose de regrettable. On ne voulait pas des choses comme ça, surtout sous l'ère d'une transition. Ça, c'est un. Deuxièmement, au XXIe siècle, c'est regrettable quand on entend ça quelque part. Moi, je pense que c'est le bon moment que ces institutions sous-régionales, continentales ou bien internationales se lèvent pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on évoque ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Mais si on ne s'ingère pas... Principe de non-ingérence dans les affaires d'un État, nous sommes obligés de partir à la pause. Mais nous allons revenir à 6h00 en vous envoyant au Gabon où plus de 4 milliards de francs CFA ont été retrouvés dans la maison d'un individu qui était le directeur, jusque-là directeur du Trésor public du Gabon. On revient pour vous mettre de l'information à l'oreille. En tout cas, il revient avec nous. Diané, bonjour à toi. Bonjour Christian, bonjour à nous. Tu es venu faire du bruit? Bon, pour analyser. Depuis hier, il insiste sur la plateforme que nous allons faire du bruit ce matin. Alors, c'est vrai que nous ferons du bruit, mais le bruit que nous allons faire, c'est un bruit avec de l'information à couper le souffle. Nous étions tout à l'heure sur les loupes. On était avec vous, Alpha. Donc, on va rapidement finir avec vous pour venir sur Odilon avant de se lancer dans l'exposition des informations sur le Gabon.
Gabon. Je termine en disant qu'on ne peut pas tuer la démocratie parce que cette démocratie en Guinée a été arrachée d'une longue lutte et puis avec un militaire, un vrai militaire, le général Lansana Conté. Donc on ne peut pas assassiner la démocratie à la base. Si vous avez constaté, il y avait eu des partis politiques qui avaient quand même pris la peine et quelques acteurs de la société civile pour assister à ce fameux dialogue. Parce que nous, on a toujours dit c'est un fameux dialogue, mais vous avez constaté la sortie de Lansana Kouyaté, la sortie de Faya, la sortie de Baouri, vraiment qui ne sont plus tendres avec le CNRD par rapport à cette prise de... Il ne peut pas nous dire ça, je suis désolé, il ne peut pas nous raconter ça, les gars. Mais c'est cela. Non, mais c'est pas possible. Non, il ne peut pas dire qu'ils ont compris. Écoute, ils ont envie aussi de se remplir les poches, on va le dire comme ça. C'est aussi ça la vérité. Derrière tous ceux qui se cachent derrière ça, ils étaient d'accord avec le CNRD. On les a vus s'afficher et plébisciter le CNRD. On l'a vu juguler avec le CNRD. On les a vus danser, gagner avec le CNRD. Mais on les a vus sautiller avec le CNRD. Et aujourd'hui, il ne peut pas nous dire qu'ils se sont trompés. Pour des leaders politiques, ça veut dire que sur la gestion de l'État, lorsqu'on va le confier, ils vont se tromper toute la vie. Et c'est un problème. Mais ce qui reste clair, en tout cas, ils ont compris maintenant si le CNRD avait un candidat favori ou bien des partis politiques à, je sais pas, même à ériger en, je sais pas quoi. En tout cas, cette mouvance pro-CNRD vient de se disloquer parce que Kouyaté a pris la parole, Faya, ainsi de suite. Cette mouvance s'est disloquée. Non, mais donc, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas suivre aveuglement. Ben, ok, ils ont vu maintenant, ils ont été traînés dans la boue. Non, mais c'est accompagné, mais pas aveuglement. Moi, je tire le chapeau au président colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'il a dit dès le départ, il dit qu'il n'a pas d'amis lorsqu'il s'agit de la Guinée. Alors, s'ils ont pensé qu'ils étaient des amis fidèles pour faire tout ce qu'ils ont fait, alors aujourd'hui, ils doivent s'en rendre compte que le président n'a pas d'amis. Pour ce qui est de la Guinée, la restructuration de la Guinée, il n'a pas d'amis. Donc, les leaders politiques, il n'a pas d'amis. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. Même le peuple n'est pas son ami. C'est pas son ami. Pourquoi Pourquoi Parce que on nous a promis, comment dirais-je, un chronogramme de 24 mois. On est à 15 mois. Il nous reste 15 mois. Qu'est-ce qui est fait? Ce qui veut dire même le peuple de Guinée n'est pas son ami. Il nous reste précisément 1 année et 3 mois. Même le peuple de Guinée n'est pas son ami. Ça, c'est le peuple qui parle. Le peuple dit non. Mettez la liaison pour moi. On dit non, on va avec vous rapidement pour la suite des loupes de ce matin. Mettez la liaison pour moi. Non. On a compris. C'est pourquoi je n'insiste pas trop. Ce sont mes cousins, en fait. On y va rapidement. Il va faire du bruit. Yannick, allons avec toi pour ta loupe, mon ami. La première loupe, il s'agit aujourd'hui de la tournée du chef d'état-major général des armées qui est en train de faire une tournée tout au long. Vous avez quoi tout ce matin? Chef d'état-major? C'est pas possible. Les gars, concentrez-vous quand même. Ah oui, c'est un peu de la fraîcheur aussi, quoi. C'est ça. Alors, le chef d'état-major général donc, des armées qui continue sa tournée tout au long des frontières de la République de Guinée. Vous savez que la Guinée a une vaste frontière avec, qu'on appelle au sud, donc la région donc, administrative des Zérokoré, où il a parlé donc, des questions sécuritaires avec le commandant des zones de ce côté, donc par rapport au renforcement donc, du cordon sécuritaire là-bas. Parce que voilà, vous savez que ces dernières années, il y a toute une difficulté, les frontières sont poreuses, donc les individus peuvent s'incurser parfois à des endroits où le trafic d'armes, des trafics de stupéfiants, également aussi des espèces qui sont l'objet donc d'une protection entre Lula et la Côte d'Ivoire, le corridor Lula-Côte d'Ivoire-Libéria. Donc là-bas, il y a un véritable trafic d'espèces animalières qui s'opère là-bas. Donc ils vont essayer donc peut-être de mettre des points d'appui qu'on appelle généralement communément des PA, donc dans ces zones, histoire donc de renforcer. Mais c'est extrêmement important cette tournée du chef d'état-major, le général Ibrahim Sori Bangoura. Oui, bien entendu. Extrêmement important parce que ça permet effectivement, on a vu de l'information sur des espaces non occupés par la Guinée qui pourraient être utilisés comme zone de transit pour des malfrats. Absolument. Et surtout qu'on comprend que l'Afrique
l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est en train de subir une invasion. Tu le rappelais tantôt. Oui, tout à fait. Donc ça devient, c'est très intéressant, surtout qu'on appelle le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Libéria surtout. Donc il y a l'autre volet sécuritaire qui est notamment le trafic donc des médicaments, qui est très très propice dans cette zone-là. Je crois bien que c'est intéressant qu'il fasse un retour et que l'État ait un œil là-bas, surtout quand c'est l'armée. En tout cas, on espère que ce soit effectivement concret, Pierre, sur des éléments. Justement, parce qu'il n'y a pas 2 jours, on le rappelait, des trafics d'enfants également qui s'opéraient. On quitte du Libéria, on traverse toute la frontière, on vient, on remonte vers Sigiri. On en parlait avec Odilon, où les mesures sécuritaires, où les agents de sécurité ne font pas exactement leur travail. Ils ne procèdent même pas au contrôle. Il suffit juste de sortir des billets de banque et puis ils vous laissent passer. Ils ne vérifient plus les pièces d'identité, ils ne vérifient plus les cartes, ils ne vérifient même plus les pièces de la voiture. Donc aujourd'hui, c'est une véritable problématique. Je pense que la tournée du chef d'état-major est quand même vue à point nommé, justement pour renforcer ces mesures sécuritaires-là. On espère que des décisions soient ainsi prises dans ce domaine pour réguler effectivement. Et j'ajoute également qu'il faut même organiser des formations de renforcement de capacité de ces agents-là. On ne peut plus se contenter de la seule formation unique qu'on a reçue à la base. Il faut des formations de renforcement de capacité. Il y a aujourd'hui de nouvelles réalités. Les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc l'État aujourd'hui, il ne suffit plus de se former les gens, les affecter quelque part. Au-delà de cette affectation-là, il faut parfois 6 mois organiser des formations pour les permettre d'être mieux aptes, mieux imprégnés de ces réalités-là. Ça, c'est vraiment évident et je pense qu'on le souhaite quand même au général Ibrahim Sory de réussir dans cette mission parce que c'est une première, pour ne pas dire que pour moi, c'est une première que je l'entende qu'en général, le chef d'état-major qui se déplace pour aller jusqu'au niveau de ses frontières et s'enquérir. Mais l'autre était parti, c'est lui qui a été limogé là. Lui-même. Oui, bon, mais il allait jusqu'où? Vers la forêt aussi. Non, quand ils sont nommés, généralement, ils font des tournées dans des casernes. Dans les frontières. Dans des casernes, je comprends, mais cette fois-ci, le monsieur est au niveau des frontières pour constater de vue sûre, est-ce qu'effectivement les rentrées que les gens peuvent prendre pour la Guinée, est-ce qu'elles sont protégées par les forces de l'ordre de la République de Guinée? Je parle de ça. Est-ce que ces espaces sont équipés? Est-ce que c'est... Sur la question de la formation, moi je suis d'accord avec toi. On s'est contenté aujourd'hui en Guinée de former que des militaires qui sont à Conakry, précisément. La plupart des formations, c'est Conakry, Kindia, dans les environs. Les autres qui sont au niveau des frontières ou qui sont au niveau des barrages bénéficient rarement de formation. Moi, je sais que j'ai fait connaissance avec une personne sur le truc de Kaka, Kindia Conakry, un gendarme qui avait effectivement ce même souci de formation, qui cherchait à se former parce qu'il veut découvrir de l'information. Et vous voyez, généralement, quand on vous arrête, ces gars vous arrêtent, ils ne peuvent même pas vous rappeler pourquoi ils vous ont arrêté. Les principes, les textes, il faut que ce soit continuellement rappelé. Odilon, on va avec vous, avec votre loupe. Alors, moi, rapidement, je vais avec la situation de ce jeune Guinéen Alpha Oumar Gallo qui avait été fauché par balle en 2019, précisément le 14 octobre, lors d'une des manifestations organisées par le FNDC. Et ce jeune continue de souffrir alité à Ignace Dine. Et depuis depuis quelques jours, il demande de l'aide des nouvelles autorités. Si quelque chose n'est pas fait pour ce garçon, vraiment, les jours à venir seront encore très difficiles pour lui. En tout cas, nous le souhaitons un prompt rétablissement et demandons bien sûr aux personnes de bonne volonté de regarder cette situation. En même temps, nous interpellons les jeunes qui sont généralement en proie dans les manifestations à réfléchir à 2 fois avant de vous engager pour une cause. Lorsque vous n'avez pas d'issue pour cette cause, il est extrêmement important de rester prudent. Il n'y a pas d'homme faire
il n'y a pas d'homme-dieu. On est tous des êtres humains. Oui, mais surtout, il faut aussi interpeller les forces de défense et de sécurité. Avant tout, nous sommes des citoyens. Voilà. Ils ne sont pas armés des fusils, des kalash ou bien, je ne sais pas quoi encore, des matraques. Les munitions juste pour malmener la population. On va dire que oui, c'est les dirigeants civils, voilà, les militaires ont raison. On va revenir sur ça. Voilà, les armes conventionnelles. Personne ne mérite. La mentalité de l'homme surpassant celle des animaux, il est extrêmement important pour nous en tant que journalistes ou qui preneurs de ceux qui ont l'opinion publique, de rappeler à ces gens de faire extrêmement attention à eux et de se protéger au maximum. Je suis entièrement d'accord. Que l'on ne puisse pas subir. Parce que l'État, on le dit constamment, Alpha. Moi, depuis, ça fait presque 3 ans que j'anime des missions CQFD, on l'a rappelé plusieurs fois. Et on le rappelle sur On n'est pas gelé plusieurs fois. Chaque fois qu'on a le temps, on va le rappeler. L'action des forces de l'ordre n'est pas du tout cohérente. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement rappelé. Mais au même moment, lorsque les gens n'écoutent pas et qui n'entendent pas le cri, ce que vous faites, c'est que vous vous protégez vous-même parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour cela. Et c'est à ça, moi, j'appelle en fait l'esprit de ces jeux. Ma deuxième loupe, c'est cette interdiction qui est faite par les autorités nigériennes d'accéder sur le territoire nigérien de certains ressortissants. De 5 pays du continent, de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Nigeria, le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire. On se rend compte que depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, il y a une sorte... Les autorités nigériennes supposent qu'il y a une sorte d'acharnement des autorités de ces États-là contre elles, et acharnement dû à cette possible intervention qui est encore à l'ordre du jour au niveau de la CEDEAO. Donc en représailles aux sanctions de la CEDEAO et des dispositions prises par les responsables, les présidents de ces États-là, les autorités nigériennes n'ont pas trouvé mieux que d'interdire l'entrée sur le territoire de ressortissants. J'avais parlé effectivement qu'on aurait de l'information sur l'évolution du Nigeria. Ça, c'est une première information. J'ajoute également que dans un passé récent, on avait décrié quand même le discours de Alassane Ouattara qui encourageait une intervention militaire au Niger. Après, le Niger a quand même répondu avec un communiqué en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce communiqué-là et qu'ils étaient à mal avec le président Alassane Ouattara, mais pas les ressortissants. Donc cette fois-ci, on se rend compte qu'avec l'évolution, on va même jusqu'à interdire maintenant les ressortissants, c'est-à-dire ivoiriens, d'atterrir sur le sol nigérien. On se rend compte que la crise est en train de prendre de l'ampleur et les mesures se durcissent. En tout cas, l'ex-président Gbagbo n'a pas donné cadeau à Alassane Ouattara par rapport à ses sorties liées à ce processus. Troisième talon aussi, les deux, il n'a pas laissé, il n'a pas maté d'ailleurs. Troisième et dernière loupe, ce sont les effets dominos du coup d'État au Gabon. Le Gabon qui est en Afrique centrale, on va en parler largement ce matin. Et il y a le président camerounais qui a signé hier et publié mercredi 30 août, un décret portant nomination des responsables dans l'armée. Donc, il y a un remue-ménage qui s'est opéré au sein de l'armée pour mieux assurer la sécurité. Il y a également au Rwanda le président Paul Kagame. Par rapport à ça, je ne sais pas si le réalisateur est là, mais il y a une vidéo extrêmement importante que je l'ai envoyée hier, s'il peut nous servir. Je crois qu'on était en train de célébrer la fête d'anniversaire de Paul Biya, Paul, grand-père Paul. Et où on le célébrait en France. Justement, vous imaginez, on le célèbre en France, mais il y a eu irruption des Camerounais qui sont effectivement entrés, mais il semblerait que le vieux a bel et bien échappé à tout ce qui devait se faire. Mais il y a un ministre qui a été quand même cogné. J'ai quand même envie que la régie puisse nous servir cette vidéo, mais on va continuer rapidement avec vous, Diané, le temps pour la régie de nous servir ça. Il s'agissait de cette vidéo même où le ministre a été pris à mal par les ressortissants camerounais qui n'étaient pas venus pour célébrer les 40 ans du pouvoir, mais plutôt pour contester les 40 ans du pouvoir de Paul Biya. Et donc ces dernières années, il faut voir que c'est beaucoup plus manifesté du côté de l'Europe, où les ressortissants sont quand même prêts à en découdre avec les dirigeants, en tout cas, qui sont mal aimés dans leur pays. On se souviendra également aussi des députés sénégalais, y compris des ministres sénégalais qui ont été tabassés également aussi par des ressortissants sénégalais suite à l'interpellation de Ousmane Sonko, donc du côté de Paris, également aussi du côté de l'Angleterre.
Donc ça devient fréquent. C'est une manière aujourd'hui pour dire que aujourd'hui faites attention, ou quand vous êtes à l'intérieur de vos États, vous avez la possibilité de faire tout, mais une fois que vous êtes hors du territoire, et on reste tous les mêmes citoyens, donc soumis aux mêmes règles et également aussi aux mêmes obligations. Justement, parce que même la diaspora aujourd'hui s'intéresse aux réalités politiques d'un pays. Ouais. Ils sont de l'autre côté, ils se renseignent, ils suivent l'actualité. Leur souci aussi, c'est de voir leur État se développer. Donc, si ce n'est pas le cas et que la démocratie est en mal, un président, lui, il se plaît bien d'aller fêter 40 ans déjà au pouvoir. On se dit, c'est quelle sorte de démocratie? C'est entre guillemets. Donc, aujourd'hui, je pense que rien ne justifie la violence, mais parfois, une certaine violence peut être quand même appréciée. Moi, je pense que aujourd'hui Paul Biya, dans cette posture-là, il va estimer que prochainement, il ne pourra plus aller jusqu'à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, la France aime tout le temps rappeler qu'on veut la démocratie. Parfois, on conditionne même des financements d'aide au développement par le respect de la démocratie. Et aujourd'hui, vous prenez également le Cameroun, ce n'est pas une démocratie. Tout simplement, vous avez un président qui est au pouvoir depuis 40 ans et où il va fêter son anniversaire. En France, la France qui crie sur tous les toits, on veut la démocratie, on finance les États démocratiques. Je me demande à un moment donné, il faut qu'on arrête. Vous pensez que qui le protège? Qui le protège? C'est la grosse question. Non, ce sont ces hauts gradés. Demain qui vont se réveiller pour dire ah non, le vieux a duré au pouvoir. Ce sont ces mêmes hauts gradés. C'est eux qui disent bon, reste au pouvoir, ne faut même pas avoir peur de quelque chose, on va te sécuriser, ton pouvoir est tranquille. Maintenant, un beau matin, ces gens-là vont se réveiller pour dire ah non, on a déposé le vieux, il a duré ici. Ce qui est clair, ça ne marchera pas. De ce qui s'est passé au Gabon hier, c'est la même chose. Le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, non, ça ne dort pas là-bas. L'Afrique centrale, c'est comme ça. En tout cas, le changement des responsables militaires, est-ce que cela va apporter effectivement la solution à votre problème? Lorsque vous faites plus de 40 ans au pouvoir, reposez-vous, président Paul Biya. C'est évident. Nous allons